Le 29 janvier 2026, l'argent a franchi les 120 $ l'once, un record absolu. Personne dans l'histoire des marchés n'avait jamais vu ce chiffre sur un écran de cotation. Et puis, en moins de 30 heures, tout s'est effondré. 35% de la valeur évaporée. Le pire jour pour l'argent depuis 1980, depuis les frères Hunt, depuis l'époque où deux hommes ont tenté de corner le marché et que le système entier s'est retourné contre eux. Les médias financiers ont crié à la bulle. La conclusion était unanime. C'est terminé, l'argent est retombé sur terre, circulé, et c'est exactement à ce moment-là qu'un homme a pris la parole. Un homme qui analyse les marchés depuis 50 ans, qui a prédit le krach de 1987, qui a anticipé la hausse explosive de l'argent en 2025, et qui a même prévu la correction de janvier. Son nom, Michael Oliver, fondateur de Momentum Structural Analysis. Selon lui, l'argent pourrait atteindre entre 300 et 500 $ l'once d'ici cet été. Si vous détenez de l'argent au prix actuel, autour de 80 $ l'once, un mouvement vers 300 ou 500 $ changerait tout. Et si vous avez vendu pendant la récente correction, cette prévision devrait vous mettre mal à l'aise. Parce qu'Oliver ne lance pas des chiffres au hasard. Il a donné des raisons précises, ancrées dans son analyse de momentum. J'ai documenté tout ce qui se passe, toutes les données, toutes les connexions, la recherche financière, lien dans la description. Mais d'abord, il faut comprendre la méthodologie de cet homme et pourquoi son parcours exige votre attention. Oliver a commencé sa carrière en avril 1975, quelques mois après la légalisation de l'or aux États-Unis. Courtier en contrats à terme chez E.F. Hutton à New York, son patron de l'époque était président du COMEX. C'est dans cet environnement qu'il a appris l'analyse technique brute. Mais au début des années 80, il a développé une approche radicalement différente. Au lieu de regarder le prix lui-même, il le convertit en un oscillateur de momentum propriétaire. Il mesure où se situe le prix par rapport à une moyenne donnée, puis transforme cette mesure en une structure graphique indépendante du prix. Ces structures de momentum ont leur propre tendance, leur propre plancher, leur propre plafond. Et voici le point crucial. Avant qu'un retournement majeur ne se produise sur le prix, le momentum a déjà cassé sa structure en premier. C'est un système d'alerte précoce. Il voit la pression s'accumuler sous la surface pendant que tout le monde regarde la surface. En 87, cette méthodologie lui a permis de voir venir le lundi noir. Le Dow Jones a perdu plus de 22% en une seule journée. En 2025, quand les médias ignoraient les métaux précieux, ces indicateurs montraient un mouvement historique. Le métal est passé de 30 à plus de 120 $ en un an. Et il a prédit la correction de janvier 2026. 3 appels corrects d'affilée. Le krach, la hausse, la correction. Ce n'est pas de la chance. Voici ce que ces indicateurs montrent maintenant. Le ratio argent sur or. Un indicateur que la plupart des investisseurs ne suivent même pas. Mais pour Oliver, c'est le signal de rupture le plus important. En 2024, l'argent se négociait à environ 1% du prix de l'or. Au printemps 2025, ce ratio avait doublé. 2%. Un déplacement massif. Les pics historiques sont saisissants. En 1980, le ratio a atteint 6,5%. En 2011, 3,1%. Aujourd'hui, 2%. Si l'or atteint 8 000 $ dans ce cycle et que le ratio argent sur or atteint 3%, l'argent monte à 240. Si le ratio atteint 6% comme en 80, l'argent à 480. C'est de là que vient l'objectif d'Oliver. Stop. Ce que je viens de vous montrer, c'est la surface. Sous cette surface, il y a des données que je ne peux pas détailler dans une vidéo. Des données compilées, vérifiées et documentées. Premièrement, la chronologie complète des 5 années consécutives de déficit, avec les chiffres du Silver Institute montrant un déficit cumulé de 820 millions d'onces depuis 2021, et pourquoi le 6e déficit en 2026 change la donne. Deuxièmement, l'analyse des hausses de marge par le CME, de 11 à 15 puis 18%, le même mécanisme qu'en 80 contre les frères Hunt, et ce que cela révèle sur les positions institutionnelles. Troisièmement, les données sur l'écart prix papier contre prix physique le 30 janvier, quand le papier est tombé à 74 $ alors que le physique à Shanghai restait à 120, un écart de 54% jamais vu. 3 analyses, un accès pour toujours. La recherche financière, lien dans la description. Maintenant, ce qui s'est réellement passé le 30 janvier. Parce que ce que les médias ont raconté et ce qui s'est produit sont 2 histoires différentes. Oliver l'a dit explicitement, la correction n'était pas accidentelle, elle était intentionnelle, conçue pour éliminer les mains faibles et fournir de la liquidité aux positions vendeuses institutionnelles. Quand l'argent est passé de 120 à 74 $ en 2 jours, quand les médias ont titré sur l'éclatement de la bulle,
C'était la purge qui fonctionnait comme prévu. Les gros acteurs avaient besoin que les gens vendent pour couvrir leur position. Et le seul moyen, c'est la peur. Le CME a relevé les exigences de marge de 11 à 15, puis 18%. Le même mécanisme qu'en 80 pour briser les frères Hunt. On augmente les marges, on force les liquidations, on crée la panique. Mais voici ce qu'Oliver pointe. Après chaque purge, le marché revient plus fort. Son mois cible pour la reprise est mars. D'abord, retour vers 120. Et ensuite, selon ses mots, ça devient balistique. Si vous êtes encore là, vous avez compris l'ampleur du sujet. La documentation complète est disponible. La recherche financière. Lien ci-dessous. Continuons. Le doute créé par la correction maintiendra les investisseurs les plus faibles sur la touche pendant les premiers mois du mouvement. Ils regarderont et attendront, convaincus que ça va rechuter. Mais ça ne rechutera pas. Et quand ils ne pourront plus supporter de rester à l'écart, ils sauteront dans le train, créant une pression acheteuse qui poussera les prix encore plus haut. C'est la psychologie qui rencontre la structure de marché. C'est comme ça que les mouvements paraboliques se produisent. Ce n'est pas de la magie. C'est un mécanisme aussi vieux que les marchés eux-mêmes. Maintenant, les facteurs supplémentaires qu'Oliver a mis en avant pour soutenir sa thèse. Et chacun de ces facteurs, pris individuellement, serait suffisant pour justifier une position haussière sur l'argent. Combinés ensemble, ils dessinent un tableau que la plupart des gens ne veulent tout simplement pas voir. Premier facteur, l'incapacité structurelle de la production à répondre à la demande. Ce n'est pas un déséquilibre temporaire, c'est un problème structurel qui s'aggrave d'année en année et que personne ne semble pouvoir résoudre. Selon le Silver Institute, la production minière mondiale est restée pratiquement stable autour de 815 millions d'onces par an. Elle a atteint un pic en 2016 avec environ 900 millions d'onces et n'a jamais retrouvé ce niveau. Les teneurs en minerais diminuent dans les mines matures. Les coûts d'extraction augmentent. Les réglementations environnementales se durcissent. De nouvelles mines prennent des années, parfois des décennies, à développer. Et pendant ce temps, la demande continue de croître sans relâche. L'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est un métal industriel essentiel. Panneaux solaires, électronique, applications médicales, technologies de défense, centres de données pour l'intelligence artificielle, véhicules électriques. Et voici la différence fondamentale entre l'argent et l'or. La majeure partie de l'argent est consommée, pas stockée. Il disparaît dans les produits. Une fois intégré dans un panneau solaire ou un circuit imprimé, il est pratiquement perdu pour le marché. Trop coûteux à récupérer et recyclé dans la plupart des applications. Le Silver Institute projette un 6e déficit annuel consécutif en 2026, estimé à 67 millions d'onces. Le déficit cumulé depuis 2021 dépasse maintenant 800 millions d'onces. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent d'une année entière de production minière mondiale qui a été absorbée par le marché sans être remplacée. On ne crée pas de nouvelles mines en appuyant sur un bouton. Ce déficit est structurel. Et il s'aggrave chaque année qui passe. Deuxième facteur, la dévaluation du dollar américain. Oliver pointe vers l'impression excessive de la masse monétaire M2 comme un facteur qui invalide les théories sur un argent prétendument surévalué. Réfléchissez un instant à ce que signifie réellement le mot surévalué dans ce contexte. Surévalué par rapport à quoi? Par rapport à des dollars qui sont imprimés par milliers de milliards? Quand vous mesurez l'argent en dollars, vous devez tenir compte du fait que les dollars eux-mêmes perdent de la valeur. Un prix de l'argent à 80 $ aujourd'hui n'est pas la même chose qu'un prix à 80 $ en 2015, parce que les dollars eux-mêmes valent moins. L'inflation n'est pas juste un chiffre sur un rapport gouvernemental. C'est la raison pour laquelle vos courses coûtent plus cher. Votre loyer coûte plus cher. Votre pouvoir d'achat diminue chaque mois, chaque semaine, parfois chaque jour. L'argent ne devient pas plus cher, ce sont les dollars qui deviennent moins chers. Et quand vous voyez les choses sous cet angle, l'idée d'un argent à 300 ou 500 $ n'est pas une question de folie spéculative. C'est une question de dollars qui continuent de perdre leur valeur pendant que l'argent maintient son pouvoir d'achat. La dette nationale américaine a dépassé les 38 000 milliards de dollars. Elle augmente d'environ 1 000 milliards tous les 100 jours. Les intérêts annuels sur cette dette dépassent désormais 1 000 milliards de dollars. Ces chiffres ne sont pas soutenables. Et quand un système monétaire atteint ce niveau de tension, les actifs tangibles comme l'or et l'argent jouent historiquement leur rôle de refuge. C'est un schéma qui se répète depuis des millénaires. Troisième facteur, et celui-ci devrait préoccuper tout le monde. Les obligations du Trésor américain à 30 ans montrent une faiblesse significative. Oliver pointe vers cela comme un déclencheur potentiel d'une crise de confiance dans la dette souveraine. Si la confiance dans la dette du gouvernement américain s'érode,
Si les investisseurs commencent à exiger des rendements plus élevés pour détenir des obligations du Trésor, vous pourriez assister à un effet en cascade à travers l'ensemble du système financier. Une panique sur le marché obligataire enverrait des capitaux massifs vers les actifs tangibles. L'or et l'argent seraient les premiers bénéficiaires, parce qu'ils représentent de l'argent qui n'est la dette de personne. Quand vous détenez du métal physique, vous ne dépendez pas d'un gouvernement ou d'une banque pour honorer une promesse. Vous détenez quelque chose de réel. Et dans une crise de confiance, le réel compte plus que les promesses. Maintenant, laissez-moi aborder ce qui est peut-être l'élément le plus explosif de toute cette analyse, la bourse des contrats à terme de Shanghai. Le Shanghai Futures Exchange a considérablement renforcé ses règles sur les positions en argent. De nouvelles réglementations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Les limites d'ouverture de position ont été réduites à 800 lots par jour. 16 clients ont été sanctionnés pour non-divulgation de comptes liés. 6 groupes de comptes ont été pris en flagrant délit de dépassement des limites de position. Pendant des années, le marché papier de l'argent a fonctionné d'une manière qui serait presque comique si elle n'était pas si grave. Des traders pouvaient vendre des contrats sur l'argent, misant contre le métal ou ajoutant une pression vendeuse au marché sans avoir l'argent physique pour les garantir. Ce sont des positions nues, de l'argent papier. Bon, il existe sur un écran, mais il n'y a aucun métal derrière. Cette offre papier a été utilisée, selon de nombreux observateurs du marché, pour maintenir artificiellement les prix de l'argent en dessous de leur valeur fondamentale. Quand vous pouvez créer une offre papier illimitée, vous pouvez submerger la demande physique. Le prix reste plus bas qu'il ne devrait l'être sur la base de l'offre et la demande réelle. Ce que Shanghai fait maintenant change cette équation. En imposant des quotas de couverture, en limitant les positions, en sanctionnant les contrevenants, il force les traders papier hors du jeu. Cela force les vendeurs à découvrir à couvrir leurs positions nues. Oliver a fait remarquer que les marchés à terme étaient à l'origine conçus pour atténuer la volatilité extrême, des outils de couverture pour les producteurs et les consommateurs. Au lieu de cela, ils sont devenus des instruments de spéculation qui introduisent leur propre forme de volatilité artificielle. Le renforcement réglementaire de Shanghai pourrait devenir ce qu'Oliver appelle du kérosène pour accélérer un short squeeze. Imaginez ce qui se passe quand les vendeurs à découvert sont forcés de couvrir. Ils doivent acheter. Quand ils achètent, le prix monte. Quand le prix monte, d'autres vendeurs à découvert subissent la pression et doivent aussi couvrir. Le processus s'auto-renforce. Et si cela se produit pendant que la demande physique dépasse déjà l'offre, pendant que les inventaires occidentaux sont sous pression, pendant que l'argent institutionnel commence à se positionner pour un super cycle des matières premières, vous obtenez les conditions exactes pour le type de mouvement que la plupart des gens pensent impossible, jusqu'au jour où il se produit. Le 30 janvier nous a montré un aperçu de cette réalité. Quand le prix papier a chuté à 74 $, le prix physique à Shanghai est resté à 120 $, un écart de 54% entre le marché papier et le marché physique. C'est ce que certains analystes ont appelé le grand divorce de 2026. Le papier et le physique racontent désormais deux histoires différentes. Et dans ce genre de divergence, c'est toujours le physique qui finit par avoir le dernier mot. L'argent peut-il monter autant sans correction? Catégoriquement non. L'argent corrigera. Il vous fera peur. Il vous fera douter de tout. C'est ce que l'argent fait. Oliver lui-même a prédit la correction de janvier. Il sait que ce marché ne monte pas en ligne droite. Il monte comme un escalier construit pendant un tremblement de terre. La direction est vers le haut, mais le chemin est violent. La question clé n'est pas de savoir si l'argent va corriger. La question est de comprendre quel type de correction c'est. Il y a une correction qui réinitialise l'effet de levier et élimine les mains faibles pendant que la thèse fondamentale reste intacte. Et il y a une correction qui signale que la tendance est réellement terminée. Apprendre à faire la différence, c'est la compétence qui sépare les investisseurs qui réussissent de ceux qui achètent au sommet et vendent au creux, encore et encore. Que surveiller? Premièrement, le ratio argent sur or. Si l'argent corrige mais que le ratio reste stable ou continue de s'améliorer, cela suggère que la réévaluation fondamentale est toujours en cours. L'argent fait simplement une pause. Deuxièmement, les primes physiques. Si le prix papier baisse mais que les courtiers continuent de facturer des primes significatives au-dessus du spot, cela vous dit que la demande physique ne s'effondre pas. Le marché papier et le marché physique racontent des histoires différentes. Faites confiance au physique. Troisièmement, les taux de location du métal. Si les coûts d'emprunt de l'argent physique restent élevés pendant une baisse de prix, c'est un signal de tension sous-jacente. Des taux de location élevés pendant une baisse signifient que quelqu'un se démène pour trouver du métal. Ces trois indicateurs ne diront pas ce qui se passe demain, mais ils vous aideront à comprendre si une correction est une opportunité d'achat ou un signal d'alarme. Parlons du récit médiatique. Il est presque toujours en retard. Quand l'argent accumule de l'énergie à bas prix, les médias l'ignorent. Quand il bouge, il crie « bulle ».
Quand ils corrigent, ils célèbrent. Et quand ils explosent, ils font les surpris. Un dernier point crucial. La question de la manipulation. JP Morgan a payé 920 millions de dollars d'amende pour manipulation des marchés de l'or et de l'argent entre 2008 et 2016. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des faits documentés. Mais la manipulation a ses limites. Si la demande physique croît, si les inventaires baissent, si de plus en plus de participants exigent du métal réel, la manipulation devient intenable. Et quand elle échoue, le mouvement rattrape tout d'un coup. C'est pourquoi l'analyse d'Oliver est si importante. Il regarde l'énergie structurelle. Et l'énergie structurelle finit toujours par gagner. Nous vivons une période que les historiens étudieront. Les expériences monétaires, les niveaux d'endettement, l'inflation, la dédollarisation, tout converge. Oliver nous dit que l'énergie s'accumule pour quelque chose d'historique dans l'argent. Le ratio est en rupture. Shanghai force les acteurs papiers à sortir. La purge de janvier a éliminé les mains faibles. Les conditions structurelles s'alignent. A il raison. Personne ne connaît l'avenir. Mais son parcours suggère que son analyse mérite un poids considérable. Et même s'il n'a que partiellement raison, l'opportunité reste considérable. Que ferez-vous de cette information? La rejetterez-vous? Regarderez-vous depuis la touche? Ou ferez-vous le travail et vous positionnerez-vous pour ce qui pourrait être l'opportunité d'une vie? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve demain avec les derniers développements